Driss Ouza pour cet exposé, vraiment très enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Vous restez avec des questions. Donc, j'invite Madame Mendy. Ce sera bien si. Donc voilà, donc je remercie professeur Ouza. Tout à l'heure, on va donner la parole à Madame Mendy. Nous avons assez de temps pour discuter sur ce qui a été avancé, ce qui a été dit par professeur Driss. Alors, je vais résumer un peu l'essentiel de ce qu'elle a dit. Donc, professeur Driss Ouza, il nous a emporté dans un monde aquatique pour rappeler les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il a parlé de toutes les facettes de l'eau. Alors, dans une première phase, il a fait un tour d'horizon sur les données relatives de l'eau, le contexte et les faits. Il a parlé de la pénurie, des secteurs consommables, les contraintes et les besoins. Il a donné un bilan hydrique sur la fameuse diapo numéro 7. C'est vraiment très parlante. Dans une deuxième phase, il a parlé de la complexité de l'eau et ses dimensions. C'est la diapositive 11. Et puis les enjeux scientifiques et la maîtrise de l'eau et le droit pour un développement durable. Ensuite, M. Driss a évoqué un problème, une notion très intéressante qui est le nexus. Et nous avons la grande chance d'avoir un grand spécialiste parmi nous, M. Ftouhi, qui est membre également de Horizon 2020, donc il nous honore qu'il est là, il peut répondre à des questions de l'assistance. Et puis, M. Driss Ouza a également parlé des exigences scientifiques. Dans la troisième phase, donc c'est le point fort de sa spécialité, c'est le paramétrage des données. Vraiment, il a mis le point sur le point fondamental, c'est le paramétrage. Parce que quand on parle, on peut bien parler, mais des actions concrètes et des réalisations pratiques, il faut les faire. Et nous avons cette chance-là d'avoir des ingénieurs et des gens du terrain. Pas des gens qui parlent comme ça, des gens qui proposent des solutions. Et justement, il en a proposé. Donc, dans la conclusion, il présente des solutions concrètes. La réduction de l'évapotranspiration, il a parlé des membranes, des billes flottantes, et des photovoltaïques flottants, des problèmes de la végétation, et puis des actions urgentes. Donc, et enfin, il a conclu par le lien entre la gestion de l'eau et la pérennité de l'eau avec les changements climatiques. Donc j'ai fait un petit bilan et la science est ouverte. Toutes les questions qui vous passent par la tête, ce n'est pas un congrès scientifique. On ne va pas sortir avec de grandes recommandations, mais on est là dans un esprit d'échange et toute question est la bienvenue. Donc voilà, donc, on peut ouvrir le débat. Voilà, donc un petit tour d'horizon. C'est deux thématiques différentes. Donc, je donne la parole. Oui. Je vous dis. Je donne les... Merci. Le monsieur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Je vous réagir, Monsieur le Président. السيد الرئيس أتوجه إليكم بالشكر حقيقة المداخلة كانت جميلة جدا. الذي ينقصنا هو التفعيل لاغيليزاسيون، وهذا يبدو جليا أنه هو شي حتى في الاستراتيجيات كيفاش أننا نغير العقليات. وعندنا مونتاليتي سانشون كي نغير هذه العقليات سي با فاسيل، يعني تتطلب يعني سنين واعوام، ولكن تبقى مساله واحده: هل هناك اراده سياسيه؟ مسؤولين فولونتي بوليتيك. وانا اعتقد كاين من خلال المداخله ديالك واحد الجانب ما شرتيش اللي هو مهم جدا، وهو الحكام نبوغ العمود. انا اعتقد، وهذا الحقيقه ليس كلامي وانما كلام ربما منظمات دوليه قالت بان المغرب حاليا انه في حاجه للحكم. فكيف اننا يمكن اليوم ان نشتغل معا ترافاي ديكيب؟ وبحقيقه هذا الذي يغير ايضا التنسيق، الكورديناسيون، يغير التواصل، لا كوميونيكاسيون، واختم بلو سويفي.
لانه لا يمكن نجاح اي منتوج، والمنتوج دابا نحن نريد ان نسوق هو السيتويان والمواطن. هذا المواطن غائب، بدليل ان حتى دستور 2011 اعطى للمجتمع المدني، اعطاه واحد القوه. فصل 127 سور 25 يقول انه حق المواطن في التشارك وفي المعلومه. وانا كاعلامي اولا اسمح لي ما نسيت الشقاوي استحليل مجله الدبلوماسيه المغربيه وجريده الحدث. حقيقه بغيت نخلق الحدث، ولكن لما يستمعون للطلبه لي زيتيديون، هذا الشباب لانه هو اللي غادي يكون رجل الغد. انا اعتقد ان المداخله ديال كتركز في الدرجه الاولى على العنصر البشري، فلور كيفاش الان ممكن نستثمروا في الانسان. فالحديث دو شجون ونكتفي بهذا، وكنتمنى حتى الاعلام، لان الاعلام شريك اساسي. نكتفي بهذا كي نترك الباقي للحضاريين. ولا الحق نستمعوا للشباب خاصه المراه. افهم السلام عليكم. Vous avez dit que je n'ai pas parlé de la gouvernance, donc c'est clair. J'ai comparé même ça à un PC. Le PC ne peut pas marcher sans un bon système d'exploitation. La même chose pour le volet, on ne peut pas marcher sans une bonne gouvernance et du capital humain. Donc c'est clair. Maintenant, vous avez raison, la mise en œuvre, c'est une autre question. Il ne suffit pas d'avoir des idées. S'il n'y a pas un bon vouloir politique, s'il n'y a pas une volonté pour changer l'état d'esprit, le mindset des gens, on ne peut pas avancer ni évoluer. On ne peut pas garder les mêmes habitudes et espérer avoir de... D'ailleurs, j'ai parlé un peu de conspiration, j'ai oublié de signaler l'aspect envasement des barrages qui limitent leur capacité. Il ne suffit pas d'avoir des barrages. Il faut étudier l'impact de l'envasement, l'impact de l'évapotranspiration, etc. Et surtout ça, on peut le faire grâce à la recherche mieux, ou en faisant des choses pour limiter l'évapotranspiration, l'envasement, etc. Mais tout ça, c'est des belles idées, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, c'est la politique, c'est le Parlement. Déjà ces jours-là, il faut commencer par les reformater correctement. Donc il y a un travail qui concerne toute la société. C'est pour ça que j'ai conclu que le climat demande des changements citoyens. Et quand je dis des citoyens, quand vous voyez un ministre finlandais qui va à pied ou qui prend une bicyclette, qui n'a pas de privilège et qui se comporte comme un être humain normalement constitué. C'est ce qui devrait se faire. Et donc, tant qu'il y a beaucoup de privilèges en France, c'est compliqué. Donc, la mise en œuvre, il faut écouter. Je disais tout à l'heure, le bon Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Et il faut écouter 2 fois et parler 1 fois. Et si je suis dans un ensemble à N personnes, donc calculer le temps de parler de chaque individu et d'écouter. Donc l'écoute, c'est 2 fois. Là, déjà, il faut qu'on s'écoute mutuellement. Il faut écouter les chercheurs. On n'écoute jamais les chercheurs. On fait la politique, même s'il s'agit de technique, sans intégrer la science de l'information. Voilà, merci. D'autres questions? Salam alaikum. Je suis Abdullah Rehi, lauréat des Casablanca en génie mécanique. Donc, je vous félicite pour la qualité de votre présentation. Ma question, ça concerne principalement la fabrication de l'hydrogène vert et l'investissement pour l'hydrogène vert au Maroc. Est-ce que c'est un projet qui est prometteur? Parce que je vois que les difficultés pour le stockage, le transport ainsi que les enjeux pour l'hydrogène vert sont trop gros.
Donc, ainsi, je vois se focaliser dans un autre domaine, dans l'environnement, de nouveautés comme l'impact du nucléaire sur les impriments, parce que c'est dû à la nouveauté et les événements récents au côté politique. Donc, c'est ça ma question. Et concernant, est-ce que c'est promoteur d'avoir plusieurs recherches dans ce côté, ou il faut disperser la recherche dans les autres domaines? Je ne suis pas à la recherche, mais je veux juste avoir plus d'informations. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas investir d'autres côtés de recherche environnementale? Merci. Merci pour cette question. Vous avez abordé une question très importante. Un collègue, aussi de la ligne, pour répondre mieux que moi. Je ne suis pas spécialiste, mais ce que je peux vous dire, l'hydrogène est un vecteur d'énergie. Et on ne peut pas parler d'hydrogène si on ne parle pas, c'est comme pour l'eau, c'est un système intégré. Il faut regarder toutes les facettes. L'hydrogène va nécessiter de l'eau, et l'eau est rare. Et je ne peux pas utiliser de l'eau dessalée, comme ça. Donc il y a une problématique. Est-ce que c'est le bon choix stratégique? Mais quand c'est des choix politiques, des choix parfois pas basés sur la science, ça ne peut malheureusement qu'être voué à l'échec. En espérant pour le mieux. D'abord, il y a un problème de maîtrise des technologies. Pour se lancer correctement dans ceci, on s'est lancé dans les systèmes d'énergie solaire, il y en a plein. Et vous savez que ça évolue tellement rapidement. Toutes les décennies, il y a une découverte, il y a des choses. On va abandonner bientôt les panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas si vous avez vu les petites boules. Il y a plein de technologies, ça sort tout le temps. Ça veut dire qu'on peut se passer de beaucoup de types d'énergie, tels qu'on l'a dit. Moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que cet hydrogène soit vu comme un vecteur d'énergie et pas comme énergie. Parce que ça nécessite beaucoup d'autres technologies associées pour pouvoir réellement profiter. On va parler de la voiture, avec les capsules. Vous savez, pour transporter les capsules d'hydrogène, qu'est-ce qu'il faut? Il faut toute une chaîne logistique pour le faire. Je pense qu'il y a quelques collègues et amis qui sont mieux que moi pour répondre mieux à la question. Mais j'ai dit juste pour tout. Dans un autre côté, pour le côté du prix, comme vous voyez dans le marché, l'hydrogène gris ou d'autres hydrogènes sont moins chers, beaucoup moins chers, de 2 fois ou 3 fois. Donc, nous avons une dépendance avec le domaine du développement des panneaux solaires. Donc, si jamais ça ne développe pas, ça juge le projet à l'échec. Donc, comment vous voyez ce point de vue? Moi, je vois qu'il faut d'abord diversifier tous les types d'énergie. Il faut optimiser, comme j'ai parlé d'optimisation des aspects liés à l'eau, il faut optimiser aussi les aspects liés à l'énergie. Il faut voir pratiquement combien ça coûte de faire. Et avant de parler que je fais de l'hydrogène, je dois d'abord maîtriser la technologie. Et les types de technologies, parce que pour faire de l'hydrogène, il y a plusieurs méthodologies. Donc il faut maîtriser, voir la moins chère, mais le regarder comme vecteur d'énergie. Donc c'est un système de systèmes. Et tant qu'on n'a pas cette vision, analyse des systèmes, on ne peut pas avancer. Et comme vous l'avez d'ailleurs tout à l'heure dit, les recherches doivent être diversifiées. On ne va pas se concentrer sur telle ou telle chose. Vous savez, on utilise des panneaux solaires actuellement. Il faut beaucoup de lumière et de soleil pour avoir un peu d'énergie, si vous n'arrivez pas. Mais les Chinois, ils ont déjà développé des panneaux solaires où vous pouvez avoir de l'énergie même s'il pleut.
juste avec la lumière naturelle, etc. Et il y a d'autres types de systèmes solaires qui exploitent d'autres concepts qui sont déjà mis en œuvre. Donc on est en train de ruminer avec les anciennes technologies ou de reprendre des technologies obsolètes. Au lieu d'aller de l'avant en maîtrisant d'abord la technologie pour pouvoir réellement faire de la recherche, développement, innovation, pour améliorer les produits. Vous savez, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, c'est des gens qui se sont développés en copiant, en faisant de la réingénierie de système. Voilà, c'est bien, si vous regardez à la télévision, tout le monde maîtrise le dessin animé. Comment ça vous maîtrise? L'osmose inverse, c'est un vieux concept qui date des années. Mais l'objectif, c'est justement de l'associer à une énergie propre et de donner un prix du mètre cube raisonnable. Donc, tant qu'on ne maîtrise pas cela, on passe à côté de la question. Mais je fais une clé en main. J'achète et puis je dépends des membranes. Je les achète de la Corée. J'achète les membranes et les membranes, ça coûte pas. C'est pas suffisant d'avoir besoin. Même si vous utilisez un petit osmoseur chez vous. À la maison, il faut des filtres. Il faut des filtres. Chaque année, il faut changer les filtres. Alors imaginez de la production de la taille d'Agadir ou de Casablanca. Il faut beaucoup de membranes. Merci beaucoup. Alors, encore, s'il vous plaît, 2 questions parce qu'on a un autre panel, s'il vous plaît. C'est bon. En fait, moi, c'est pas une question, c'est plus une intervention. Donc, je me présente et j'aimerais bien me présenter en tant qu'ancien étudiant du professeur Ouazzar al-Ahmadiyya. Je suis un ancien du fonds d'équipement communal de la Banque des collectivités locales. Et donc, ça me donne une transition pour parler du financement. Tout à l'heure, j'ai été interpellé par ces prises pour parler du financement. Bon, c'est vrai que les solutions techniques existent, elles sont même diversifiées. Il faut continuer à les diversifier. On s'oriente vers le dessalement. Bon, c'est vrai que le dessalement, ça peut être une solution pour des situations d'urgence, parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Le dessalement, son avantage, c'est la grande échelle. Mais le dessalement, il a aussi des effets pervers, je dirais. Les effets environnementaux sur la biodiversité marine, le rejet des saumures dans l'eau, dans l'océan, dans la mer, ce n'est pas toujours une bonne chose, bien sûr. Donc on résout un problème, mais on en crée bien d'autres. Donc le dessalement, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Bon, je comprends que dans un état d'urgence, on s'oriente vers ce qu'on sait faire. Mais encore, il faut l'optimiser, le dessalement, parce que le modèle économique du dessalement, maintenant, il est encore perfectible. Le coût du mètre cube de salé, il n'a rien à voir avec le coût du mètre cube de l'eau de surface mobilisée. Alors, pour diversifier les solutions techniques, il faut aussi diversifier les solutions de financement. C'est là où mon intervention peut-être peut apporter une petite valeur ajoutée. Il faut aller vers des financements non classiques. Jusqu'à présent, c'est le budget de l'État qui finance les grandes infrastructures, les barrages, les stations de dessalement. C'est très capitalistique, ça bouffe beaucoup d'argent. Alors là, il faut peut-être s'orienter vers des solutions moins classiques, plus innovantes. Parce qu'on est dans un forum de l'innovation et du développement. Je pense qu'il faut aller vers des obligations vertes, il faut aller vers des fonds d'impact, il faut aller vers des solutions de financement plus disruptives par rapport à ce qu'on sait même. Et parmi les solutions justement qui peuvent être très utiles en ce moment même, c'est le PPP, c'est le partenariat public-privé, qui non seulement permettent d'apporter des financements du secteur privé, parce qu'il sait le faire, le secteur privé sait mobiliser des financements auprès du secteur bancaire, mais surtout auprès du secteur financier international. Merci. Qui met beaucoup de... Donc juste pour dire que
le PPP, c'est non seulement un modèle de gouvernance innovant, mais c'est aussi un moyen d'apporter des financements innovants et surtout d'inciter le secteur privé à innover et à optimiser. L'optimisation a été beaucoup répétée par CDSO, ce qui lui est très cher, et c'est là où on a besoin que le secteur privé prenne le relais. Merci, tu apprécies bien ton prof, on te remercie bien.